Pâques 1900, mer Égée, un caboteur d'éponge s'abrite derrière un caillou de granit, anticitaire. À 45 mètres de fond, un plongeur remonte en hurlant qu'il a vu des morts. Le capitaine ne le croit pas, il descend lui-même. Épisode Anticitaire, l'ordinateur grec vieux de 2000 ans. Chapitre 1. Un bras de bronze sous la tempête. Un caillou perdu en mer Égée, une tempête qui tombe au mauvais moment, et tout au fond, 21 siècles qui attendaient qu'on vienne les chercher. Le bateau du capitaine Dimitrios Kontos rentre de Tunisie, la cale pleine d'éponges, quand l'orage se lève en mer Égée à Pâques 1900. Il fait route vers Anticitaire, une île de granit posée entre la Crète et le Péloponnèse, et jette l'ancre dans la baie en attendant que la mer se calme. Pour tuer le temps, un plongeur se laisse harnacher dans le scaphandre de cuivre, casque vissé et semelle de plomb, plus de 80 kilos qui lui sciont déjà les épaules avant même de toucher l'eau. Elias Stadiatis bascule par-dessus bord et la pompe à air, actionnée à la main sur le pont, se met à tourner en cadence. La lumière s'éteint au bout de quelques mètres, le bleu tourne au violet puis au noir et il se pose, à 45 mètres de profondeur, sur du sable fin. Là, selon le récit reconstitué par la journaliste scientifique Jo Marchant dans son livre Decoding the Heavens, un champ de cadavres s'étend devant lui. Des chevaux de bronze couchés dans le sable, des bras humains arrachés à des statues de marbre, toute une cargaison pillée dans une cité grecque par les légions romaines et perdue en mer vers -65, en route vers Rome. Stadiatis remonte en hurlant qu'il a vu des hommes morts au fond, les yeux exorbités sous le hublot de cuivre. Le pont sent le goudron chaud et l'iode, et personne n'ose le regarder dans les yeux. L'équipage le croit simplement ivre d'azote. Seul le capitaine ne se sent pas tranquille. Il harnache le même scaphandre, descend à son tour, et quand il remonte, il pose sur le pont, sous le soleil de Pâques, un bras de bronze grandeur nature, aux doigts encore tendus. Plus personne ne parle. La marine grecque prend le relais, et l'épave est fouillée pendant 9 mois, de novembre 1900 à l'été 1901. Le prix se paie en vie. Un plongeur de Simi, Georgios Kritikos, meurt d'une plongée de trop le 28 avril 1901. 2 autres resteront paralysés jusqu'à la fin de leur jour. Tout part au musée national d'Athènes. Et là, au milieu des statues monumentales qui éblouissent les visiteurs, dans la lumière blanche qui tombe des hautes fenêtres, posé sur une étagère, un bloc de bronze corrodé pas plus gros qu'une miche de pain. Personne ne le regarde vraiment. Les statues sont magnifiques, l'objet est laid, et ça suffit à décider de son sort. Il faut attendre le 17 mai 1902 pour qu'un archéologue grec, Valérios Thaïs, rapproche le grumeau verdâtre d'une fenêtre pour mieux voir, les mains légèrement tremblantes, et que son cœur s'arrête. Dans la corrosion, une roue dentée fine comme une carte à jouer, parfaitement régulière, qui n'a aucune raison d'exister dans une cargaison antique. Thaïs publie une note prudente où il évoque un astrolabe mécanique de précision, personne ne le suit, et le bloc retourne à son étagère. Un objet aussi raffiné avant notre ère, ça ne rentre dans aucun manuel de l'époque, alors autant hausser les épaules. Ce que personne ne sait encore, c'est qu'il faudra attendre 1971, presque 70 ans plus tard, pour qu'on ose enfin regarder l'intérieur de ce bloc et découvrir qu'il ne parle pas seulement d'antiquité, mais de tout ce qu'une civilisation peut savoir, puis oublier, sans même s'en rendre compte. Et la question qui se pose déjà, dans cette salle du musée où plus personne ne s'arrête, c'est celle-ci. Que faut-il pour qu'un homme regarde 2 fois ce que tout le monde a déjà cessé de voir ? Chapitre 2. 70 ans de silence. Quand un musée range un trésor sur une étagère, ce n'est pas l'objet qui s'efface, c'est l'œil qui apprend à ne plus le voir. Salle bronze du musée national d'Athènes, dans les années 20. Le visiteur entre, le regard happé par les statues de marbre blanc, et personne ne traîne devant une vitrine secondaire où dort un fragment vert pâle, fissuré, dont plus personne ne se souvient. L'aveuglement tient d'abord à une époque. L'Antiquité grecque qu'on enseigne alors dans les universités se résume à Platon et à Aristote, à un récit limpide où les Grecs pensent pendant que les Romains construisent, et un calculateur mécanique grec n'a sa place dans aucun de ces récits. On suppose une erreur, peut-être un objet plus récent, glissé par accident dans la cargaison, et l'on referme le dossier. À cette résistance s'ajoute un obstacle très matériel. Le bloc exposé à l'air sec du musée se fissure de lui-même, personne n'ose recoller ce que la mer a mis 2000 ans à sceller. Pendant que le bronze se craquelle, le siècle passe au-dessus. 2 guerres mondiales traversent l'Europe, et quand l'occupation s'installe à Athènes, le personnel du musée enterre à la hâte des caisses entières de statues et de fragments dans les sous-sols et jusque sous les dalles du jardin pour les soustraire au pillage. Le mécanisme survit par chance, enfoui parmi des amphores anonymes dans une caisse qu'on a perdu l'habitude de rouvrir. Et puis, en 1951, un homme s'arrête devant la vitrine. Derek de Sola Price, physicien anglais formé à Cambridge, 29 ans,
allergique au récit commode de l'histoire des sciences, regarde le fragment et sent que l'objet ne ressemble à aucun astrolabe connu. Il griffonne ses premières impressions dans un carnet qu'il ne lâchera plus pendant 20 ans. 7 ans plus tard, en 1958, une bourse de $460 de l'American Philosophical Society lui paie le billet pour Athènes et il obtient enfin l'autorisation de photographier chaque morceau, de compter les dents au microscope, de mesurer les rapports d'engrenage à la main. En juin 1959, dans la revue Scientific American, paraît un article au titre tranchant comme une lame, An Ancient Greek Computer, un ordinateur grec antique. Le mot ordinateur en 59 dans un magazine grand public pour décrire un objet du IIe siècle avant notre ère. La provocation est totale et la communauté académique répond par un long silence poli, trop d'années passées à enseigner le contraire pour avouer qu'on tient peut-être la pièce manquante d'une histoire des sciences entièrement à refaire. Price s'entête. 10 années durant, il va chercher comment regarder à l'intérieur de ce bronze fossilisé sans le briser avec les outils de 1960 et aucun d'entre eux ne suffit. La solution viendra d'un endroit qu'on n'attendait pas, un laboratoire de physique nucléaire à Athènes où un homme habitué à radiographier des soudures de réacteurs va accepter de rouler son matériel jusqu'au musée pour ausculter un caillou vieux de 21 siècles. Chapitre 3. La radiographie de 1971. La physique nucléaire rencontre un objet qui n'a rien à faire dans son époque, et dans une salle obscure d'Athènes, 2000 ans s'effondrent en une plaque. 1971, sous-sol du Musée national d'Athènes, Derek de Sola-Price a convaincu Charalambos Karakalos, physicien nucléaire à la Commission grecque de l'énergie atomique, d'apporter son matériel de radiographie industrielle jusqu'à la réserve où dorment les 82 fragments. Karakalos a passé sa carrière à sonder des soudures et des blindages aux rayons gamma, il s'est réglé à l'œil la dose et le temps de pause, mais ce matin-là, devant ses grumeaux verdâtres posés sur la table, dans une pièce qui sent le révélateur chimique et le café refroidi, lui non plus ne sait pas ce qu'il va voir. Il sort la première plaque du bain de révélateur et l'accroche au négatoscope. Dans la lumière froide de l'écran, le bronze opaque devient transparent, comme si 2000 ans d'oxydation venaient de s'effacer en quelques secondes. Et là, sur la plaque, apparaît ce qu'aucun œil vivant n'avait contemplé depuis Jules César. Pas un engrenage isolé, mais une mécanique entière, des dizaines de roues dentées imbriquées avec une précision qu'on ne croyait possible avant le XIVe siècle. Karakalos et son épouse Émilie reprennent alors, plaque après plaque, le compte des dents une par une, à la loupe, sur des semaines. Selon leur relevé, confirmé 34 ans plus tard par le projet Antikythera Mechanism Research Project en 2005, 30 engrenages sont certains, probablement 37 au complet, et la roue maîtresse porte 223 dents. Pourquoi ce nombre précis ? Parce que c'est le nombre de mois lunaires d'un cycle Saros, 18 ans et 11 jours, le rythme selon lequel les éclipses se répètent à l'identique dans le ciel. Quelqu'un, entre 150 et 100 avant notre ère, a taillé 223 dents sur une roue de bronze pour qu'elle tourne au pas exact des éclipses, et la précision n'est pas symbolique, elle est calculée jusqu'à la dent près. En 1974, Price publie une monographie de 70 pages, Gears from the Greeks, qui démontre que la machine est un calculateur astronomique mécanique, sans équivalent connu pendant plus de 14 siècles. Il meurt en 1983, persuadé d'avoir vu juste, mais sans avoir tout déchiffré. Le relais passe à une équipe réunie par Mike Edmonds à Cardiff et Tony Frith à Londres, qui obtient en 2005 l'autorisation de faire venir un scanner industriel de 8 tonnes, un appareil surnommé le Blade Runner, conçu pour détecter les fissures dans les pales de turbines d'avion. Il faut le démonter, l'expédier jusqu'en Grèce, puis le remonter pièce par pièce dans une salle du musée, sous les yeux d'une équipe qui retient son souffle. Réglé par l'équipe à 450 000 volts, avec une résolution inférieure au dixième de millimètre, il révèle dans les tomographies environ 3500 lettres et symboles gravés à l'intérieur même du mécanisme, sur des plaques que personne n'avait jamais lues. Tony Frith racontera plus tard avoir eu, ce jour-là, l'impression d'entendre parler l'artisan lui-même. Une notice d'utilisation gravée en grec ancien par un homme mort 21 siècles avant qu'on la lise. Chapitre 4. Le ciel qui tient dans une boîte de bois. Tourner une seule manivelle et voir tout le ciel de la Grèce antique se déplier sur 3 cadrans de bronze. Imaginez un boîtier de bois fermé, posé sur une table dans une demeure de Rhodes vers 100 avant notre ère.
une lampe à huile à côté, et par la fenêtre, le même ciel étoilé que la machine s'apprête à imiter. Une manivelle unique dépasse sur le côté droit du coffre. Un astronome la saisit, lui imprime un tour lent, et toute la machine s'éveille. Dans le silence de la pièce, seul un léger cliquetis de bronze trahit le travail d'un artisan resté anonyme, capable de tailler des dents fines comme des cils sur des roues à peine plus grandes qu'une pièce de monnaie. À l'avant, derrière un cristal de roche, un grand cadran affiche la position du Soleil sur le zodiaque, sa course annuelle découpée en 365 jours, et juste au-dessus, une petite sphère mi-noire, mi-blanche tourne sur elle-même pour révéler la phase exacte de la Lune. Tony Friess, dans un article publié en 2006 dans la revue Nature, décrit cette sphère comme la plus ancienne représentation mécanique connue d'un astre. Sous le même geste, deux cadrans en spirale s'enroulent au dos du boîtier. Le cadran supérieur suit le cycle métonique, décrit par l'astronome athénien Méton dès le 5e siècle avant notre ère, 19 années solaires qui valent 235 mois lunaires, la base de tous les calendriers lunisolaires de l'Antiquité, et dans le creux d'une seconde spirale, c'est le Saros qui défile, avec les éclipses. Des glyphes gravés dans le bronze annoncent chaque éclipse à venir, son heure, la direction du vent ce jour-là, une éclipse de lune un 8 avril à midi, vent du nord, prédite depuis plus de 2000 ans par un cadran de la taille d'une assiette à dessert. Chaque fois qu'un astronome tournait la manivelle, c'est un peu de ce ciel promis qui se dévoilait sous ses doigts. Un peu plus loin, un petit cadran auxiliaire affiche l'année des prochains Jeux d'Olympie, parce que pour un grec du IIe siècle avant notre ère, les Jeux servent d'horloge civilisationnelle, un repère commun à toutes les cités du monde grec. La reconstruction proposée en 2012 par Tony Friess et Alexander Jones va plus loin encore. Elle montre que le cadran avant portait 7 aiguilles en tout, le Soleil et la Lune évoluant aux côtés des 5 planètes que le ciel grec reconnaissait déjà. Mais l'aiguille de Mars ne devait pas tourner à vitesse constante, tantôt elle accélérait, tantôt elle semblait reculer dans le ciel, exactement comme la planète vue depuis la Terre. Pour reproduire cette boucle, les chercheurs proposent un système à tourillon coulissant, un pion qui glisse dans une fente d'une roue portée par une autre roue, l'effet d'un engrenage épicycloïdal obtenu avec une élégance mécanique presque insolente. Cette même idée réapparaîtra en Europe, plus de 1400 ans plus tard, dans les horloges astronomiques les plus ambitieuses. Une seule manivelle, un seul geste, et toute la nuit céleste de la Grèce antique se déplie devant l'œil de l'astronome, dans un boîtier qu'un homme peut tenir sur ses genoux. La probabilité que ce soit un accident vaut 0. Alors la question que ce boîtier pose ensuite est presque insoutenable à formuler. Si un tel objet a existé, il n'est pas né tout seul. Il a fallu des générations d'artisans pour aboutir à ce niveau de précision. Où sont donc passés tous ses frères ? Chapitre 5. Le savoir qui meurt. La trajectoire technique ressemble à une mer plus qu'à un escalier, avec des îles entières qui s'enfoncent dès que plus personne n'enseigne le geste. Voici la vraie nouvelle, celle que personne n'attendait. La machine d'Anticythère n'est pas un prototype isolé. Cicéron, dans son traité De Republica, raconte que le général romain Marcus Claudius Marcellus a rapporté à Rome, après la mort d'Archimède en 212 avant notre ère, 2 sphères mécaniques construites par le savant, capables de reproduire les mouvements du Soleil, de la Lune et des 5 planètes. Dans un second texte, De Natura Deorum, écrit vers 45 avant notre ère, le même Cicéron décrit une sphère récemment construite par le philosophe Posidonios de Rhodes, qui reproduit à chaque révolution ces mêmes mouvements célestes. 2 textes, 2 machines, et la preuve qu'une famille entière d'objets comparables circulait autour de la Méditerranée, à l'époque même où sombre le navire d'Anticythère. Tous les autres exemplaires ont disparu, refondus pour leur bronze pendant des siècles de pénurie, ou perdus avec les manuscrits qui expliquaient leur fabrication. Avec eux, s'efface tout un art, du geste de l'artisan qui taille une denture fine, au calcul des rapports qui fait tourner des planètes en miniature. Le silence retombe pour plus de 1000 ans. Vers 1327, un moine anglais, Richard de Wallingford, devenu abbé de Saint-Albans, entreprend de concevoir une horloge astronomique qui doit montrer le Soleil et la Lune se déplaçant à vitesse variable dans le ciel. Il meurt 9 ans plus tard sans l'avoir vu achevé. C'est à Padoue, en 1364, qu'un médecin et horloger, Giovanni Dondi, referme enfin la boucle. On l'imagine pencher des nuits entières sur 107 roues assemblées sans une seule vis, seulement des goupilles et des soudures. Son astrarium tient sur 7 cadrans et reproduit par des trains épicycloïdaux ce même ciel que la machine d'Anticythère promettait déjà bien avant lui. Entre les deux, un peu plus de 1400 ans se sont écoulés. Ce n'est ni Pompéi, ni la bibliothèque d'Alexandrie qui brûlent d'un coup, c'est plus lent et plus inquiétant, une érosion silencieuse, la disparition progressive des artisans qui n'ont pas formé leurs successeurs, la mort discrète des écoles qui n'ont pas trouvé d'élèves. Pour un dirigeant qui ouvre son ordinateur portable en 2026, persuadé que sa civilisation avance sur un escalier mécanique où il suffit de rester debout, l'objet d'Anticythère est une gifle archéologique. Une société peut savoir
savoir, puis désapprendre, sans le moindre drame visible, par simple défaut de transmission. Pensez à un geste que faisait votre grand-mère de ses mains, un tour de poignet précis ou une recette qu'elle ne notait jamais et qu'il ne reste peut-être plus personne pour reproduire aujourd'hui. Dans votre entreprise, un ingénieur senior partira peut-être à la retraite l'an prochain, tout un savoir-faire enfermé dans sa tête, sans avoir formé son successeur. C'est le même sort que subissent les millions de lignes de COBOL écrites dans les années 1980, qui tournent encore dans les systèmes bancaires, sans qu'aucun développeur vivant ne soit vraiment capable d'en relire la logique en profondeur. Le même silence se rejoue dans les salles de contrôle des centrales, comme au pied des tours d'usinage, dans tous les métiers de précision qui n'embauchent plus d'apprentis. La machine remontée par Stadiatis dit une chose simple, presque banale, et c'est cette banalité qui frappe. Ce qui n'est pas transmis activement disparaît, sans bibliothèque en flammes, simplement à bas bruit, dans le silence d'un homme qui part en retraite sans avoir formé celui qui le remplace. La preuve a dormi 2000 ans dans une boîte de bronze au fond de la mer Égée, et elle n'a remonté que par hasard, parce qu'une tempête a forcé un caboteur à s'abriter derrière un caillou perdu. Vous n'aurez pas cette chance-là. Personne ne plongera dans vos archives dans 2000 ans pour retrouver ce que vous n'avez pas transmis. Alors la question qui clôt cet épisode n'est plus ce que les Grecs savaient et que nous avons perdu, c'est celle qui dérange aujourd'hui, dans votre couloir. Qui, dans votre équipe, cette semaine, est en train de désapprendre sans que personne ne s'en aperçoive? Vous écoutiez Anticitaire, l'ordinateur grec vieux de 2000 ans. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.